Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de Math Univers. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles pour la campagne du jeu de société Andor. Campagne que vous pourrez retrouver tous les vendredis soirs sur ma chaîne Twitch, dont je vous mets le lien dans la description. Andor est un jeu de société coopératif dans lequel chaque joueur va incarner un héros qui a pour but de protéger le royaume d'Andor du mal qui sévit actuellement. Et voici le plateau du royaume d'Andor. Voici le plateau sur lequel donc va se dérouler la plupart des parties de jeu. Le plateau est à double face et donc certains scénarios, puisque comme je l'ai dit, c'est une campagne scénarisée. À chaque partie, un épisode de la campagne. Donc, une partie de la campagne se déroulera à l'arrière de ce plateau-là. Mais pour l'instant, je vais uniquement vous présenter les bases du jeu. Je ne suis pas là pour vous présenter l'intégralité des campagnes, puisque vous allez être amené à les découvrir, soit en jouant, soit en nous rejoignant en direct. Au niveau de la mise en place. La mise en place va avoir une partie un peu généralisée et va également dépendre de la légende que vous allez jouer. Je vous prends ici le paquet de la légende 1, qui sera donc la première partie que vous ferez dans le jeu Andor, et qui vous donne certaines indications quant à l'installation des personnages, l'installation de certains monstres et potentiellement l'installation de certains objets annexes. De manière générale, lors d'une partie, vous allez devoir utiliser une fiche de personnage que je vous montre ici. Vous allez mettre des points de force, des points de volonté, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous allez également avoir le placement de vos personnages, qui est un petit peu dépendant de la campagne en cours. La plupart du temps, vous allez soit commencer sur une case spécifique, soit sur la case du château. Vous allez placer des éléments comme des puits, qui vous revigoreront. Vous allez avoir des jetons brouillard, qui représentent communément le brouillard de guerre. Lorsque vous vous arrêtez, va vous révéler certains événements, tantôt positifs, tantôt négatifs. Et également, lors de la campagne, vous allez avoir le placement de certains monstres, puisque lors de certains épisodes, vous allez commencer avec un plateau, on va dire, plus ou moins vierge. Vous ajoutez à cela des jetons propres à chaque héros au début d'une journée, qui représenteront par la suite, en fait, l'écoulement du temps dans la journée. Vous avez ici un pion narrateur qui va lui également représenter le déplacement du temps, l'évolution du temps, l'évolution du temps au fur et à mesure de la campagne, mais il ne suit pas tout à fait les règles d'horaire. Il va dépendre un peu de ce que font les héros dans leur journée et il aura également lieu à la fin d'une journée. Au niveau du matériel, vous allez préparer des dés qui correspondent à chaque personnage, un stock d'équipements que vous allez pouvoir récupérer plus tard dans la partie, les cartes de légende et bien sûr également des dés monstres, des points de force monstres et certains objets propres au scénario. Une fois que l'installation est faite, votre campagne va pouvoir commencer. Vous allez donc lire la première carte du paquet des légendes et elle va vous donner certaines indications pour commencer votre scénario en cours. Grosso modo, le jeu se déroule en deux phases. Vous avez une phase de jour dans lesquelles les joueurs vont pouvoir activer leur héros, chaque journée disposant de 7 heures, qu'on peut quelque peu rallonger en sacrifiant des points de volonté. Entendez par point de volonté, point d'énergie et point de vie de votre personnage. Et ensuite, une phase de nuit où certains événements vont avoir lieu, les monstres vont également se déplacer, les puits se revigoreront et le pion narrateur avancera automatiquement. Lorsque le pion narrateur avance, il sera très important de noter la case sur laquelle il arrive, comme ici. Si ce pion se déplace d'une case, il arrive sur une petite case étoilée. C'est une petite aide qui vous aide à penser que vous avez donc un événement qui se situe en B. C'est-à-dire que dès que le pion narrateur arrive sur cette case, vous devez impérativement lire cette carte, qui va vous amener à différents rebondissements. Lorsque vous activez votre héros, c'est-à-dire lorsque c'est votre tour de jeu, vous avez deux possibilités. Soit vous allez le déplacer, soit vous allez le faire combattre, si vous êtes à portée du monstre. Ça, c'est très important. Lorsque vous décidez de déplacer votre héros, vous allez vous déplacer de case adjacente en case adjacente, sachant que chaque case parcourue va consommer 1 heure sur votre piste de temps. Voilà comment se déroule un petit peu le jeu, la mécanique de ce jeu, qui va forcer les joueurs justement à réfléchir en coopération. Supposons que je veuille déplacer ce personnage. Par exemple, pour le rendre sur cette case qui dispose d'un pion marché. Pion marché qui me permettra de récupérer de l'équipement ou de me débarrasser de certains équipements. Eh bien, je dois me déplacer d'une case et pour bénéficier de l'effet de cet emplacement, je dois arrêter mon mouvement à cet endroit-là.
En arrêtant mon mouvement, je peux donc déclencher l'effet de la case, qui ensuite marquera la fin de mon tour. A l'inverse, supposons que je souhaite combattre. N'étant pas à portée, je vais donc d'abord devoir me déplacer, attendre un tour de table complet, où chaque joueur va lui-même pouvoir se déplacer ou également engager des monstres qui seraient en contact avec lui. Et lorsque c'est mon tour, je peux déclencher un combat. Lorsque je déclenche un combat, au même titre que pour le déplacement, chaque round du combat va me coûter 1 heure sur ma piste de temps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais donc maintenant vous expliquer les règles de combat. Pour ce qui est du combat, vous avez sur votre fiche de personnage, ici, un certain nombre de dés qui dépend de la quantité de vos points de volonté. Lorsqu'il s'agit de combattre, vous allez lancer votre réserve de dés et en sélectionner le chiffre le plus élevé qui vous permettra de combattre. Vous retirez les autres et vous ajoutez à ça les points de force dont dispose votre héros. A noter qu'au début d'une partie, la plupart du temps, vous commencerez avec seulement un point de force que vous allez pouvoir améliorer par la suite. Le monstre va ensuite également lancer ses dés. Donc, vous avez des indications ici en fonction de la nature du monstre, en fonction de ses points de volonté, et voire même certains dés un peu spécifiques en fonction des personnages que vous allez affronter. Il va lancer ses dés et va conserver également le dé le plus fort auquel il va ajouter ses points de force. Attention cependant, chez les monstres, petite particularité, en cas de double, les dés s'additionnent. Un double 4 équivaut à un résultat naturel du coup chez lui de 8. Là-dessus, vous comparez à ce moment-là les deux résultats et le camp qui obtient la valeur la plus forte inflige la différence en points de volonté à son adversaire. Et cela jusqu'à ce que l'un des deux camps ne dispose plus de points de volonté. Si c'est le camp des héros, alors à ce moment-là, les héros sont KO pour la partie. Et si jamais c'est le camp des monstres, à ce moment-là, vous avez vaincu le monstre. Lorsque vous avez vaincu un monstre, vous disposez d'une certaine récompense que vous pouvez allouer aux personnages qui ont participé au combat, soit de l'or, soit de récupérer des points de volonté, soit un combiné des deux. En fonction de la nature du monstre que vous affrontez, le chiffre est plus ou moins important. Par exemple, ce Skral, ici, est un combattant un peu plus aguerri qu'un Skral mineur qui se trouve là. Celui-ci offre 4 de récompenses, que je peux donc soit récupérer 4 d'or, soit 4 points de volonté, soit dispatcher entre les deux. Celui-ci est beaucoup plus faible puisqu'il ne dispose que de 2 points de force, et donc il ne me récompense à ce moment-là que de 2 points, dont je dispose comme je le souhaite. Lorsque je vainc un monstre, je l'envoie dans la réserve des monstres. C'est très important cette démarche, c'est pour vous faire penser à un petit détail que certains joueurs ont tendance à oublier. C'est lorsque vous venez à bout d'un monstre, vous faites avancer le pion narrateur. Et ceci est très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pion narrateur se déplace à la fin de chaque journée. Et le fait d'avancer le pion narrateur peut vous déclencher la suite de l'histoire. Il est très important de prendre en compte que tuer un monstre va également le déplacer et va donc faire avancer l'histoire. Et ce n'est pas toujours bon que de faire avancer l'histoire trop vite ou au moment inopportun. Prenez exemple de tuer un monstre en fin de journée là où personne n'est prêt à subir un événement et vous semez la pagaille dans votre groupe. Là-dessus, également, il faut savoir que chaque scénario dispose d'une limite de temps et que si le pion narrateur arrive au bout de la piste qui lui était indiquée en début de partie, eh bien la partie se termine puisque vous n'avez pas eu le temps de remplir vos objectifs. Il faut donc vraiment veiller à correctement doser ses heures de déplacement et ses heures de combat. Alors, vous pourriez tout simplement vous dire, il suffit simplement d'éviter les monstres, après tout. Car si on ne tue pas de monstres, le pion narrateur n'avance pas, et donc on aura tout le temps de réaliser l'histoire. Il est vrai, sauf que je vous parlais de la phase de nuit. Une fois que les joueurs ont dépensé toutes leurs heures, on passe en phase de nuit. Le premier joueur qui aura terminé sa journée lors du tour précédent sera le premier joueur du tour suivant. En phase de nuit, vous allez tirer une carte destinée si le scénario en dispose. Ensuite, vous allez déplacer les monstres dans l'ordre indiqué. Comme vous pouvez le voir, les loups se déplacent 2 fois. Comment est-ce qu'on déplace un monstre ? En fait, le jeu est intelligemment fait et dispose presque, on va dire, d'une intelligence artificielle. Un monstre, lorsqu'il est sur une case, se déplace toujours sur la case adjacente qui le relie par une flèche dont le sens est indiqué. Là, par exemple, ce monstre-là va passer de la case 16 à la case 13. Chaque monstre de base ne se déplace que d'une case. Même les loups, en fait, ils ont 2 cases de déplacement parce qu'ils se déplacent 2 fois.
il y a une petite règle spécifique dans ce jeu, c'est que 2 monstres ne peuvent pas se situer sur la même case. Que se passe-t-il alors? Supposons que je retrouve ces 2 monstres ici. Dans l'ordre de la piste du temps, je dois déplacer le mineur en premier. Le mineur se déplace donc sur la case 19. Mais ce personnage qui était sur une case voisine doit également se déplacer sur la même case. Eh bien, si tel est le cas, en fait, il va sauter une case. C'est la façon qu'ont les monstres de s'entraider et d'accélérer le rythme de jeu. Les joueurs vont également devoir prendre ça en compte, en fait, tout simplement pour éviter des effets boule de neige. Et pourquoi est-ce que les monstres se déplacent? Car ils souhaitent attaquer le château. Dès qu'un monstre atteint le château, avec un héros présent dessus ou pas, malheureusement, on ne peut pas défendre le château en restant au château, le monstre va occuper un emplacement de bouclier qui correspond au nombre de points de vie du château. Le nombre de boucliers dont vous disposez dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous avez 3 boucliers, 3 joueurs, 2 boucliers, et à 4 joueurs, vous ne disposez que d'un bouclier, ce qui sera notre cas en campagne. Une fois un bouclier consommé, il est perdu. Lorsque tous les boucliers ont été consommés, le prochain monstre qui débarque sur le château met fin à la partie et déclenche la perte des joueurs. Voilà ce qu'il en est un petit peu au niveau des règles de déplacement de journée. On ajoute à ça le fait que les puits frais sont retournés face visible et permettront aux héros de se revigorer. Petit détail également, un puits ne se récupère pas si un joueur a terminé son mouvement de fin de journée dessus. Il faut donc bien veiller, lors d'un tour à l'autre, de laisser ces cases le plus disponibles possible, puisque, je vous le répète, les points de volonté marquent les points de vie de votre personnage. Et enfin, le pion narrateur avance et peut potentiellement déclencher un événement si la lettre sur laquelle il s'arrête correspond à une lettre du deck de campagne. Pour ce qui est de la victoire, les joueurs doivent donc, dans le temps qui leur est donné par le pion narrateur et en dépensant correctement les heures sur la piste de temps, doivent obtenir le ou les objectifs indiqués par le scénario en cours. Voici un petit peu pour la présentation des règles rapides. Voilà. Vous avez également après par la suite différents bonus qui vont entrer en jeu. Je vous ai parlé des puits, vous avez le marchand qui va pouvoir vous apporter du coup des points de force, l'achat de l'équipement. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça dans les vidéos que nous le réaliserons. Et bien sûr, propre à chaque scénario, vous aurez certains objets qui vont s'ajouter, dont je ne peux pas vous parler maintenant, puisque à ce moment-là, il s'agirait de spoil. Il ne me reste plus qu'à vous parler des fiches de personnages, qui représentent une partie de l'essence de ce jeu. Voici donc comment se présente votre fiche de personnage. Vous avez plusieurs informations, telles que sa capacité spéciale, le nombre de pièces d'or dont il dispose, des emplacements pour l'équipement, les points de force, et les dés qui dépendent, enfin le stock de dés en tout cas, qui dépendent de sa quantité de volonté. Vous entendez par volonté, points de vitalité et énergie de votre personnage. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le dépenser pour vous déplacer plus rapidement, et c'est également les points que vous perdrez lorsque des monstres vous infligeront des dégâts ou que certains événements vous tomberont dessus. Plus vous disposez de points de volonté, plus vous disposez de stock de dés. Et ces dés seront à ajouter à vos points de force. Points de force que vous pourrez donc augmenter en vous rendant chez le marchand et en dépensant de l'or. Andorre est donc un jeu où la coopération est plus qu'importante. La discussion est essentielle afin d'obtenir une très bonne coordination de groupe pour gérer à la fois le temps et la quantité de monstres. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, que vous le fassiez vous-même ou que vous reveniez nous voir en direct sur Twitch. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Mathunivers.